Bonsoir et bienvenue sur D8. Merci de me rejoindre ici même, sur ce canapé de voyage au bout de la nuit. Nous sommes toujours en 1796 en compagnie de Jacques le Fataliste et son maître. Ce roman qui a été écrit par Diderot nous emmène en compagnie de deux personnes, donc Jacques et son maître. Ils partent pour un voyage, un long voyage, c'est à la recherche en fait d'un enfant. Qui est cet enfant? Que va-t-il se passer en chemin? Qui vont-ils rencontrer? De longues conversations, des confidences aussi entre deux. Et nous allons continuer cette lecture. Je m'étais arrêtée à la page 160. La marquise de la Pommeraye. Moi inconstante, légère. Marquis entré en fureur, chercher les noms les plus odieux. Je me les suis donnés d'avance. Donnez-les-moi. Je suis prête à les accepter tous. Tous, excepté celui de femme fausse. Que vous épargnerai, je l'espère, car en vérité, je ne le suis pas. Ma femme? Qu'est-ce? Rien. On n'a pas un moment de repos dans cette maison, même les jours qu'on a presque point de monde et que l'on croit n'avoir rien à faire. Qu'une femme de mon état est à plaindre, surtout avec une bête de mari. Cela dit, Madame de la Pommeraye se renversa sur son fauteuil et se mit à pleurer. Le marquis se précipita à ses genoux et lui dit « Vous êtes une femme charmante, une femme adorable, une femme comme il n'y en a point. Votre franchise, votre honnêteté me confond et devrait me faire mourir de honte. Ah, quelle supériorité ce moment vous donne sur moi. Que je vous vois grande et que je me trouve petit. C'est vous qui avez parlé la première, et c'est moi qui fus coupable le premier. Mon ami, votre sincérité m'entraîne. Je serais un monstre si elle ne m'entraînait pas. Et je vous avouerai que l'histoire de votre cœur est mot à mot l'histoire du mien. Tout ce que vous vous êtes dit, je me le suis dit. Mais je me taisais, je souffrais, et je ne sais quand j'aurais eu le courage de parler. Vrai, mon ami? Rien de plus vrai. Et il ne nous reste qu'à nous féliciter réciproquement d'avoir perdu en même temps le sentiment fragile et trompeur qui nous unissait. En effet, quel malheur que mon amour eût duré lorsque le vôtre aurait cessé. Ou que ce fût en moi qu'il eût cessé le premier. Vous avez raison, je le sens. Jamais vous ne m'avez paru aussi aimable, aussi belle que dans ce moment. Et si l'expérience du passé ne m'avait rendu circonspecte, je croirais vous aimer plus que jamais. Et le marquis, en lui parlant ainsi, lui prenait les mains et lui baisait. Ma femme? Qu'est-ce? Le marchand de paille. Vois sur le registre. Et le registre? Reste, je l'ai. Madame de la Pommeraye, renfermant en elle le même dépit mortel dont elle était déchirée, reprit la parole et dit au marquis. Mais marquis, qu'allons-nous devenir? Nous ne nous en sommes imposés ni l'un ni l'autre. Vous avez droit à toute mon estime. Je ne crois pas avoir entièrement perdu le droit que j'avais à la vôtre. Nous continuerons de nous voir. Nous nous livrons à la confiance de la plus tendre amitié. Nous nous serons épargnés tous ces ennuis, toutes ces petites perfides, tous ces reproches, toute cette humeur qui accompagne communément les passions qui finissent. Nous serons uniques dans notre espèce. Vous recouvrerez toute votre liberté, vous me rendrez la mienne, nous voyagerons dans le monde, je serai le confident de vos conquêtes. Je ne vous cèlerai rien des miennes, si j'en ai quelques-unes, ce dont je doute fort, car vous m'avez rendu difficile. Cela sera délicieux. Vous m'aiderez de vos conseils, je ne vous refuserai pas les miens, dans les circonstances périlleuses où vous croirez en avoir besoin. Qui sait ce qui peut arriver? Personne. Il est très vraisemblable que plus j'irai, plus vous gagnerez aux comparaisons, et que je vous reviendrai plus passionné, plus tendre, plus convaincu que jamais que Madame de la Pommeraye ait été la seule femme faite pour mon bonheur. Et après ce retour, il y a
tout à parier que je vous resterai jusqu'à la fin de ma vie. S'il arrivait qu'à votre retour, vous ne me trouvassiez plus, car enfin, marquis, on n'est pas toujours juste, et il ne serait pas impossible que je ne me prisse de goût, de fantaisie, de passion même, pour un autre qui ne voudrait pas. J'en serais assurément désolée, mais je n'aurais point à me plaindre. Je ne m'en plaindrais qu'au sort qui nous aurait séparés lorsque nous étions unis, et qui nous rapprocherait lorsque nous pourrions plus l'être. Après cette conversation, ils se mirent à moraliser sur l'inconstance du cœur humain, sur la frivolité des serments, sur les liens du mariage. Madame, qu'est-ce ? Le coche. Messieurs, dit l'hôtesse, il faut que je vous quitte. Ce soir, lorsque toutes mes affaires seront faites, je reviendrai. Je vous achèverai cette aventure, si vous en êtes curieux. Madame, ma femme, notre hôtesse, on y va, on y va. L'hôtesse partie, le maître dit à son valet, Jacques, as-tu remarqué une chose ? Quelle ? C'est que cette femme raconte beaucoup mieux qu'il ne convient à une femme d'auberge. Il est vrai, les fréquentes interruptions des gens de cette maison m'ont impatienté plusieurs fois, et moi aussi. Et vous, lecteur, parlez sans dissimulation, car vous voyez que nous sommes en bon train de franchise. Voulez-vous que nous laissions là cette élégante et prolixe bavarde d'hôtesse, et que nous reprenions les amours de Jacques ? Pour moi, je ne tiens à rien. Lorsque cette femme remontera, Jacques le bavard ne demande pas mieux que de reprendre son rôle et de lui fermer la porte au nez. Il en sera quitte pour lui dire, par le trou de la serrure, « Bonsoir, madame, mon maître dort, je vais me coucher. Il faut remettre le reste à notre passager. » Le premier serment que se firent deux êtres de chair, ce fut au pied d'un rocher qui tombait en poussière. Ils astèrent de leur constance un ciel qui n'est pas un instant le même. Tout passait en eux et autour d'eux. Ils y croyaient leur cœur affranchi de vicissitudes. Ô enfant, toujours enfant. Je ne sais de qui sont ces réflexions, de Jacques, de son maître ou de moi. Il est certain qu'elles sont de l'un des trois, et qu'elles furent précédées et suivies de beaucoup d'autres qui nous auraient menés. Jacques, son maître, et moi, jusqu'au souper, jusqu'après le souper, jusqu'au retour de l'hôtesse, si Jacques n'eût dit à son maître « Tenez, monsieur, toutes ces grandes sentences que vous venez de débiter à propos de bottes ne valent pas une vieille fable des écrennes de mon village. » Et quelle est cette fable ? C'est la fable de la gaine et du coutelet. Un jour, la gaine et le coutelet se prirent de querelle. Le coutelet dit à la gaine « Gaine, mamie, vous êtes une friponne, car tous les jours vous recevez de nouveaux coutelets. » La gaine répondit au coutelet « Mon ami coutelet, vous êtes un fripon, car tous les jours vous changez de gaine. Gaine, ce n'est pas là ce que vous m'aviez promis. Coutelet, vous m'avez trompé le premier. » Ce débat s'était élevé à la table. Sylle, qui était assis entre la gaine et le coutelet, prit la parole et leur dit « Vous, gaine, et vous, coutelet, vous fîtes bien de changer, puisque changement vous duisait. Mais vous eûtes tort de vous promettre que vous ne changeriez pas. Coutelet, ne voyais-tu pas que Dieu te fit pour aller à plusieurs gaines, et toi, gaine, pour recevoir plus d'un coutelet ? Vous regardiez comme fous certains coutelets qui faisaient vœu de se passer à forfait des gaines, et comme folles certaines gaines qui faisaient vœu de se fermer pour tout coutelet. Et vous ne pensiez pas que vous étiez presque aussi fou lorsque vous juriez, toi, gaine, de t'en tenir à un seul coutelet, toi, coutelet, de t'en tenir à une seule gaine ? Ici, le maître dit à Jacques, « Ta fable n'est pas trop morale, mais elle est gaie. Tu ne sais pas la singulière idée qui me passe par la tête. Je te marie avec notre hôtesse, et je cherche comme un mari aurait fait lorsqu'il aime à parler, avec une femme qui ne déparle pas. Comme j'ai fait les 12 premières années de ma vie, que j'ai passées chez mon grand-père et ma grand-mère,
Comment s'appelaient-ils? Quelle était leur profession? Ils étaient brocanteurs. Mon grand-père, Jason, eut plusieurs enfants. Toute la famille était sérieuse. Ils se levaient, ils s'habillaient, ils allaient à leurs affaires, ils revenaient, ils dînaient, ils retournaient sans avoir dit un mot. Le soir, ils se jetaient sur des chaises, la mère et les filles filaient, cousaient, tricotaient sans mot dire. Les garçons se reposaient. Le père lisait l'Ancien Testament. Et toi, que faisais-tu? Je courais dans la chambre avec un bâillon. Avec un bâillon? Oui, avec un bâillon. Et c'est à ce maudit bâillon que je dois la rage de parler. La semaine se passait quelquefois sans qu'on eût ouvert la bouche dans la maison des Jason. Pendant toute sa vie, qui fut longue, ma grand-mère n'avait dit que chapeau à vendre. Et mon grand-père, qu'on voyait dans les inventaires droits, les mains sous sa redingote, n'avait dit qu'un sou. Il y avait des jours où il était tenté de ne pas croire à la Bible. Et pourquoi? À cause d'Hérodite, qu'il regardait comme un bavardage, indigne de l'Esprit Saint. Il disait que les redisseurs sont des sots, qui prennent ceux qui les écoutent pour des sots. Jacques, si pour te dédommager du long silence que tu as gardé pendant les 12 années du bâillon chez ton grand-père, et pendant que l'hôtesse a parlé, je reprenais l'histoire de mes amours? Non, mais une autre sur laquelle tu m'as laissé, celle du camarade de ton capitaine. Oh, mon maître, la cruelle mémoire que vous avez. Mon Jacques, mon petit Jacques. De quoi riez-vous? De ce qui me fera rire plus d'une fois, c'est de te voir dans ta jeunesse chez ton grand-père avec le bâillon. Ma grand-mère me l'ôtait lorsqu'il n'y avait plus personne, et lorsque mon grand-père s'en apercevait, il n'en était pas plus content. Il lui disait « Continuez, et cet enfant sera le plus effréné bavard qui ait encore existé. » Sa prédiction s'est accomplie. Allons, mon Jacques, mon petit Jacques, l'histoire du camarade et de ton capitaine. Je ne m'y refuserai pas, mais vous ne la croirez pas. Elle est donc bien merveilleuse? Non, c'est qu'elle est déjà arrivée à un militaire français, appelé, je crois, Monsieur de Guerchy. Eh bien, je dirais comme un poète français qui avait fait une assez bonne épigramme, disait à quelqu'un qui se l'attribuait en sa présence, « Pourquoi monsieur ne l'aurait-il pas faite? Je l'ai bien faite, moi. Pourquoi l'histoire de Jacques ne serait-elle pas arrivée au camarade de son capitaine, puisqu'elle est bien arrivée au militaire français de Guerchy? Mais, en me la racontant, tu feras d'une pierre deux coups. Tu m'apprendras l'aventure de ces deux personnages, car je l'ignore. Tant mieux, mais jurez-le-moi. Je te le jure. Lecteur, je serais bien tenté d'exiger de vous le même serment, mais je vous ferai seulement remarquer, dans le caractère de Jacques, une bizarrerie qu'il tenait apparemment de son grand-père Jason, le brocanteur silencieux. C'est que Jacques, au rebours des bavards, quoiqu'il aimât beaucoup à dire, avait en aversion les redites. Aussi disait-il quelquefois à son maître, « Monsieur me prépare le plus triste à venir. Que deviendrai-je quand je n'aurai plus rien à dire? Tu recommenceras. » Jacques, recommencer? Le contraire est écrit là-haut. Et s'il m'arrivait de recommencer, je ne pourrais m'empêcher de m'écrier « Ah, si ton grand-père t'entendait !» Et je regretterais le bâillon. Dans le temps qu'on jouait au jeu de hasard aux foires de Saint-Germain et de Saint-Laurent. Mais c'est à Paris, et le camarade de ton capitaine était commandant d'une place frontière. Pour Dieu, monsieur, laissez-moi dire. Plusieurs officiers entrèrent dans une boutique, et y trouvèrent un autre officier qui causait avec la maîtresse de la boutique. L'un d'eux proposa à celui-ci de jouer au passe-dit. Car il faut que vous sachiez qu'après la mort de mon capitaine, son camarade devenu riche était aussi devenu joueur. Lui donc, ou monsieur de Guerchy, accepte.
Le sort met le cornet à la main de son adversaire qui passe, que cela ne finissait point. Le jeu s'était échauffé, et l'on avait joué le tout du tout. Les petites moitiés, les grandes moitiés, le grand tout du tout. Lorsqu'un des assistants s'avisa de dire à M. de Guerchy, ou aux camarades de mon capitaine, qu'il ferait bien de s'en tenir là et de cesser de jouer, parce qu'on en savait plus que lui. Sur ce propos, qui n'était qu'une plaisanterie, le camarade de mon capitaine, ou M. de Guerchy, crut qu'il avait affaire à un filou. Il mit subitement la main à sa poche, en tira un couteau bien pointu, et lorsque son antagoniste porta la main sur les dés, les plaçait dans le cornet, il lui plante le couteau dans la main, et là lui cloue sur la table, en lui disant « Si les dés sont pipés, vous êtes un fripon. S'ils sont bons, j'ai tort. » Les dés se trouvèrent bons. Monsieur de Guerchy dit « J'en suis très fâché, et j'offre telle réparation qu'on voudra. » Ce ne fut pas le propos du camarade de mon capitaine. Il lui dit « J'ai perdu mon argent, j'ai percé la main à un galant homme, mais en revanche, j'ai recouvré le plaisir de me battre tant qu'il me plaira. » L'officier cloué se retire et va se faire panser. Lorsqu'il est guéri, il vient trouver l'officier cloueur et lui demande raison. Celui-ci, ou M. de Guerchy, trouve la demande juste. L'autre, le camarade de mon capitaine, jette les bras à son cou et lui dit « Je vous attendais avec une impatience que je ne saurais vous exprimer. » Ils vont sur le pré, le cloueur, M. de Guerchy ou le camarade de mon capitaine, reçoit un bon coup d'épée à travers le corps. Le cloué le relève, le fait porter chez lui et lui dit « Monsieur, nous nous reverrons. » M. de Guerchy ne répondit rien. Le camarade de mon capitaine lui répondit « Monsieur, j'y compte bien. » Ils se battent une seconde, une troisième, jusqu'à 8 ou 10 fois, et toujours le cloueur reste sur place. C'étaient tous les deux des officiers de distinction, tous les deux gens de mérite. Leur aventure fit grand bruit. Le ministère s'en mêla. L'on retint l'un à Paris et l'on fixa l'autre à son poste. Monsieur de Guerchy se soumit aux ordres de la cour. Le camarade de mon capitaine en fut désolé. Et telle est la différence de deux hommes braves par caractère, mais dont l'un est sage et l'autre a un gain de folie. Jusqu'ici, l'aventure de Monsieur de Guerchy et du camarade de mon capitaine leur est commune. C'est la même. Et voilà la raison pour laquelle je les ai nommés tous deux, entendez-vous, mon maître. Ici, je vais les séparer et je ne vous parlerai plus que du camarade de mon capitaine, parce que le reste n'appartient qu'à lui. Ah, monsieur, c'est ici que vous allez voir combien nous sommes peu maîtres de nos destinées et combien il y a de choses bizarres écrites sur le grand rouleau. Le camarade de mon capitaine, ou le cloueur, sollicite la permission de faire un tour dans sa province. Il l'obtient. Sa route était par Paris. Il prend place dans une voiture publique. À 3 heures du matin, cette voiture passe devant l'opéra. On sortait du bal. 3 ou 4 jeunes étourdis, masqués, projettent d'aller déjeuner avec les voyageurs. On arrive au point du jour, à la déjeuner. On se regarde. Qui fut bien étonné? Ce fut le cloué de reconnaître son cloueur. Celui-ci lui présente la main, l'embrasse et lui témoigne combien il est enchanté d'une si heureuse rencontre. À l'instant, ils passent derrière une grange, mettent l'épée à la main, l'un en redingote, l'autre en domino. Le cloueur, ou le camarade de mon capitaine, est encore jeté sur le carreau. Son adversaire envoie à son secours, se met à table avec ses amis et le reste de la carrossée. Boit et mange gaiement. Les uns se disposaient à suivre leur route, et les autres se retournaient dans la capitale en masque et sur des chevaux de poste, lorsque l'hôtesse reparut et mit fin au récit de Jacques. La voilà remontée, et je vous préviens, lecteur, qu'il n'est plus en mon pouvoir de la renvoyer. Pourquoi donc? C'est qu'elle se présente avec 2 bouteilles de champagne, une dans chaque main, et qu'il est écrit là-haut que tout orateur qui s'adressa à Jacques avec cet exorde
s'en fera nécessairement écouter. Elle entre et pose ses 2 bouteilles sur la table et dit « Allons, monsieur Jacques, faisons la paix ». L'hôtesse n'était pas de la première jeunesse. C'était une femme grande et replète, ingambe, de bonne mine, pleine d'embonpoint, la bouche un peu grande, mais de belles dents, des joues larges, des yeux à fleur de tête, le front carré, la plus belle peau, la physionomie ouverte, vive et gaie, les bras un peu forts, mais les mains superbes, des mains à peindre ou à modeler. Jacques la reprit par le milieu du corps et l'embrassa fortement. Sa rancune n'avait jamais tenu contre du bon vin et une belle femme. Cela était écrit là-haut, de lui, de vous, lecteur, de moi et de beaucoup d'autres. « Monsieur, dit-elle au maître, est-ce que vous nous laisseriez aller tout seul ? Voyez, eussiez-vous encore 100 lieues à faire. Vous n'en boirez pas de meilleur de toute la route. » En parlant ainsi, elle avait placé une des 2 bouteilles entre ses genoux, et elle en tirait le bouchon. Ce fut avec une adresse singulière qu'elle en couvrit le goulot avec le pouce, sans laisser échapper une goutte de vin. « Allons, dit-elle à Jacques, vite, vite, votre verre. » Jacques approche son verre. L'hôtesse, en écartant son pouce un peu de côté, donne vent à la bouteille. Et voilà le visage de Jacques tout couvert de mousse. Jacques s'était prêté à cette espièglerie. Et l'hôtesse de rire. Et Jacques et son maître de rire. On but quelques rasades les unes sur les autres pour s'assurer de la sagesse de la bouteille. Puis l'hôtesse dit « Dieu merci, ils sont tous dans leur lit. On ne m'interrompra plus. Et je puis reprendre mon récit. » Jacques, en la regardant avec les yeux dont le vin de champagne avait augmenté la vivacité naturelle, lui dit à son maître « Notre hôtesse a été belle comme un ange. Qu'en pensez-vous, monsieur ?»« A été, pardieu Jacques. C'est qu'elle l'est encore. » »« Monsieur, vous avez raison. C'est que je ne la compare pas à une autre femme, mais à elle-même quand elle était jeune. Je ne vaux pas grand-chose à présent. C'est lorsqu'on m'aurait prise entre les 2 premiers doigts de chaque main qu'il me fallait voir. On se détournait de 4 lieues pour séjourner ici, mais laissons là les bonnes et les mauvaises têtes que j'ai tournées et revenons à Madame de la Pommeraye. Si nous buvions d'abord un coup aux mauvaises têtes que vous avez tournées, ou à ma santé ? Très volontiers. Il y en avait qui en valaient la peine, en comptant ou sans compter la vôtre. Savez-vous que j'ai été pendant 10 ans la ressource des militaires, en tout bien tout honneur. J'en ai obligé nombre qui n'auraient eu bien de la peine à faire leur campagne sans moi. Ce sont les braves gens. Je n'ai à me plaindre d'aucun, ni eux de moi. Jamais de billets. Ils m'ont fait quelquefois attendre. Au bout de 2, de 3, de 4 ans, mon argent m'est revenu. Et puis la voilà qui se met à faire l'énumération des officiers qui lui avaient fait l'honneur de puiser dans sa bourse. Et monsieur Untel, colonel du régiment de... et monsieur Untel, capitaine du régiment de... Et voilà Jacques qui se met à faire un cri. « Mon capitaine, mon pauvre capitaine, vous l'avez reconnu ?» Si je l'ai reconnu, un grand homme, bien fait, un peu sec, l'air noble et sévère, le jarret bien tendu. 2 petits points rouges à la tempe droite. « Vous avez donc servi ?»« Si j'ai servi. »« Je vous en aime davantage. Il doit vous rester de bonne qualité de votre premier état. Buvons à la santé de votre capitaine. S'il est encore vivant. Mort ou vivant, qu'est-ce que cela fait? Est-ce qu'un militaire n'est pas fait pour être tué? Est-ce qu'il ne doit pas être enragé, après 10 sièges et 5 ou 6 batailles, de mourir au milieu de cette canaille de gens noirs? Mais revenons à notre histoire, et buvons encore un coup. Ma foi, notre hôtesse, vous avez raison. Je suis bien aise que vous pensiez ainsi.
car votre vin est excellent. Ah, c'est de mon vin que vous parliez. Eh bien, vous avez encore raison. Vous rappelez-vous où nous en étions? Oui, à la conclusion de la plus perfide des confidences. Monsieur le marquis des Arcis et Madame de la Pommeraye s'embrassèrent, enchantés l'un de l'autre, et se séparèrent. Plus la dame s'était contrainte en sa présence, plus sa douleur fut violente quand il fut parti. « Il n'est donc que trop vrai, s'écria-t-elle. Il ne m'aime plus. Je ne vous ferai point le détail de toutes nos extravagances quand on nous délaisse. Vous en seriez trop vain. Je vous ai dit que cette femme avait de la fierté, mais elle était autrement vindicative. Lorsque les premières fureurs furent calmées, et qu'elle jouit de toute la tranquillité de son indignation, elle songea à se venger, mais à se venger d'une manière cruelle, d'une manière à effrayer tous ceux qui seraient tentés à l'avenir de séduire et de tromper une honnête femme. Elle s'est vengée, elle s'est cruellement vengée. Sa vengeance a éclaté et n'a corrigé personne. Nous n'en avons pas été depuis moins vilainement séduites et trompées. Bon pour les autres, mais vous, hélas moi, toute la première. Oh, que nous sommes sottes. Encore si ces vilains hommes gagnaient au change. Mais laissons cela. Que fera-t-elle? Elle n'en sait encore rien. Elle y rêvera. Elle y rêve. Si tant dit qu'elle y rêve. C'est bien dit, mais nos 2 bouteilles sont vides. Madame, 2 bouteilles de celles qui sont tout au fond, derrière les fagots. J'entends. Et voici, c'est ici que s'achève cette édition de Voyage au bout de la nuit, Voyage au bout de la nuit, je vais y arriver, en compagnie de Diderot et de Jacques et son maître. Je vous dis à très très vite et bien sûr, j'attends vos messages avec impatience, vos histoires, vos récits sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Bonne nuit à tous!